On en était où? Ah oui, après avoir déniché un mystérieux SSD sur Le Bon Coin, on a bien galéré à comprendre ce que signifiaient les étranges dossiers qui se trouvaient à l'intérieur. Après maintes péripéties, on a réussi à ouvrir la machine virtuelle qui s'y trouvait. Et là, je viens de tomber sur un truc dedans qui va tout changer. Avant de continuer, il faut que je vous explique quelque chose. La vraie raison qui a fait qu'on a mis autant de temps à préparer cette vidéo, cette trilogie. On a été dans une situation relativement compliquée, avec un dilemme pas facile, notamment vis-à-vis de ce qu'on allait dire dans cette vidéo et ce qu'on allait ne pas dire. Il y avait en gros deux choix. Le premier, c'est se tenir à la partie technique, être le plus évasif possible et ne froisser personne, ne prendre aucun risque et que tout le monde soit content et gentil. La deuxième possibilité, plus risquée, c'est vous raconter factuellement tout ce qui s'est vraiment passé, les coulisses et potentiellement prendre le risque de froisser certaines personnes. Ça a été une réflexion compliquée, mais je peux vous le dire, après une longue et intense réflexion, on a choisi l'option 2, en toute connaissance de cause, parce que c'est pour moi le plus logique en fait, de vous raconter simplement les faits, ce qui s'est passé, en prenant toutes les précautions nécessaires d'anonymisation. Mais ce genre d'histoire est bien trop intéressante pour que vous ayez seulement le haut de l'iceberg. Je vous préviens, cette troisième et dernière vidéo ne va pas forcément être hyper simple à suivre parce que on va devoir plonger dans le système qu'on vient de découvrir. Si vous vous accrochez, je vous promets de vous expliquer le plus simplement possible à quel point ce qui est en train de se passer est dingue et improbable. Parce que pour rappel, on a encore 1000 questions. D'où vient ce disque? Comment est-ce qu'il est arrivé jusque dans mes mains? À qui appartient ce serveur? Et est-ce qu'il y a des trucs sensibles dedans? Pourquoi diable est-ce qu'il y a un service Tor qui tourne sur cette machine? Ce qu'on veut au fond, c'est prendre cet ordi et le passer au peigne fin pour y trouver un maximum d'indices. Ça s'appelle une analyse forensique. C'est tout un pan de la cybersécurité extrêmement intéressant. Ça peut être pratiqué quand un appareil numérique est une pièce à conviction et qu'il faut y chercher des preuves par exemple. Ça peut être aussi fait sur les disques d'une entreprise après qu'elle ait subi un piratage pour trouver les traces qu'aurait laissé le pirate, évaluer les dommages ou tenter de remonter la piste. Ça, c'est la forensique. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler du tueur en série BTK qui a torturé et assassiné une dizaine de personnes entre 1974 et 1991 dans le Kansas. Pendant cette période, son grand jeu c'était d'envoyer des lettres provocantes aux médias. Malgré des milliers d'heures d'investigation de la police locale et du FBI, ils avaient aucun résultat. Jusqu'à ce que 30 ans plus tard, il reprenne contact avec la presse et il envoie un floppy disk, la boulette. Parce que les enquêteurs ont utilisé Ncase, un outil de forensique, pour faire une analyse approfondie. Et dans l'espace vide, ils ont trouvé un vieux document Word qui avait été supprimé, dans lequel il y avait des métadonnées qui ont permis de retrouver son nom. Affaire conclue. Donc maintenant, vous savez ce que c'est une analyse forensique. Il est temps d'essayer de voir si nous aussi on peut s'y essayer pour potentiellement trouver un tueur en série, qui sait. Voici à quoi ressemble un système Windows. Ces dossiers vous les avez sûrement déjà vus en cliquant par exemple sur le disque C. Là-dedans il y a absolument tout. Il y a les fichiers qui font marcher Windows, les fichiers des logiciels, vos documents à vous, etc. Ça c'est macOS. C'est plus rare de tomber sur ces dossiers, mais vous pouvez les voir dans Aller Disque, je crois. Bon ben ça c'est notre Linux. Vous pouvez déjà voir que entre les deux derniers il y a quelques ressemblances, ce qui est normal parce que ils sont cousins. Le dossier qui va le plus nous intéresser c'est Root. C'est le dossier de l'administrateur. Donc c'est là qu'il y a ses documents, ses fichiers de configuration. En général, il y a aussi des utilisateurs normaux dans le dossier Home, mais souvent dans le cas d'un petit VPS par défaut, il n'y en a pas. Donc nous, on va regarder Root. Si on ouvre le dossier, on découvre plein de trucs. Et je vais être honnête, pour l'instant, je n'y comprends absolument rien. On a du pain sur la planche. Il y a quand même un dossier qui a tout de suite attiré mon attention. C'est celui qui s'appelle .ssh. Je vous l'expliquais dans la dernière vidéo. Ce genre de serveur est rarement utilisé avec une interface graphique, mais plutôt avec les lignes de commande. Or, pour se connecter à distance et pouvoir lancer ces commandes, on utilise souvent un outil qui s'appelle SSH. SSH joue le rôle de client et de serveur. Donc sur votre ordi, vous pouvez prendre le contrôle d'autres machines avec SSH et inversement, d'autres machines peuvent prendre le contrôle de votre ordi avec SSH. Donc dans ce fameux dossier .ssh, il y a plusieurs fichiers de configuration très intéressants qu'on n'aime pas trop voir se balader en général. Le premier, c'est Known Hosts. Dans ce fichier, il y a la liste des machines auxquelles on s'est connecté par le passé. Là, on peut voir qu'il y en a 4. Donc ce serveur s'est connecté à au moins 4 autres machines dans le passé. Un autre fichier intéressant, c'est Authorized Keys. Là, pour le coup, c'est la liste des clés qui sont autorisées à accéder à ce serveur. Et si on l'ouvre, on tombe sur ceci. Des commentaires qui expliquent comment ajouter de nouvelles clés pour que d'autres gens puissent se connecter au serveur. Et qu'est-ce qu'on voit décrit? En se connectant sur son compte. Bingo! C'est l'indice dont je vous parlais qui semble indiquer clairement que ce VPS appartenait en fait à une entreprise d'hébergement dont le nom est
bipé. Et en vrai, c'est chaud de ouf. C'est trop bizarre parce que on devrait pas être là, quoi. J'ai l'impression d'être chez quelqu'un. Je veux qu'il quitte de chez moi. Comme je veux être sûr de pas monter sur mes grands chevaux pour rien, j'aimerais quand même trouver d'autres preuves. Donc on continue à chercher. Bon, je vous avoue, je ne trouve pas grand chose. Après, faut dire que chercher ce genre de détails à la main, c'est genre carrément mission impossible. En vrai, je dois vous avouer que j'ai pas tellement en fait l'habitude de ce genre d'exercice. Mais je suis sûr qu'il doit y avoir quand même des moyens plus habiles de fouiller un système. Un truc qui permettrait de chercher un mot-clé dans l'intégralité des fichiers de tous les dossiers par exemple. Donc pour ça, je vous propose qu'on lise la documentation de Linux. Non, je ne crois pas, non. C'est faux, personne ne fait ça, jamais. On va regarder sur Google. Ah, pas mal ça. Bon, je crois que j'ai trouvé. On va utiliser une commande Linux qui s'appelle grep. C'est un diminutif qui veut dire chercher et afficher globalement une expression. Si on rajoute quelques petits paramètres, on peut même lui demander de chercher dans tous les fichiers d'un répertoire, chaque occurrence d'un mot. On met le nom de l'entreprise et on lance. Et là, oui, la vache. Il n'y a plus trop de doutes, on va dire. Le nom apparaît 40 fois. Je vais mettre de côté cette commande parce que je pense qu'elle va clairement nous être encore utile. Les gars, attendez 2 secondes. Il vient de se passer un truc. J'ai sorti la première partie de la vidéo hier soir. Et là, je viens de recevoir un mail. Il y a le directeur de la sécurité qui veut m'avoir au téléphone. Au secours. Mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour savoir? Parce qu'il n'y a rien dans ma vidéo. What the fuck? Je me retourne le cerveau depuis hier et en vrai je reviens toujours pas. Je vous explique. J'ai sorti il y a quelques jours le premier épisode, ce qui est maintenant une trilogie. Dedans, je ne savais pas encore du tout que le serveur appartenait en réalité à... La seule chose que je montre à son propos, c'est une capture d'écran. Et sur cette capture, on peut pas dire qu'on voit grand chose. Sauf que le lendemain, à 14 h, je reçois le mail. Là, je dois dire chapeau. En fait, si ça se trouve, la réponse, elle est toute simple. C'est juste que je m'en suis pas rendu compte, mais dans chaque team IT francophone, il y a quelqu'un qui me regarde, ça se trouve. Et du coup, forcément, ça va hyper vite. Donc, il veut qu'on discute. Avec plaisir. C'est trop bizarre en vrai parce que au fond je sais que j'ai absolument rien fait de mal, mais je sais pas pourquoi je suis quand même stressé de discuter avec eux. Ça doit être ma timidité. Bon, je lui ai répondu, on a fixé un rendez-vous téléphonique, ça devrait bien se passer, mais en attendant on a du travail, on va continuer notre exploration. Dans le fichier Authorized Keys qu'on a vu tout à l'heure, il y avait un autre truc qui était intéressant, notamment sur les clients qui louaient ce serveur. On peut y voir la liste des clés autorisées à accéder à cette machine à distance. Et on peut notamment lire MacBook Pro dit Enzo et MacBook Pro dit Diego. Et ben enchanté Enzo et Diego, et désolé de squatter votre serveur, mais je l'ai trouvé sur mon disque. Donc bon, on a une première info, ça sonne plutôt italien. Et maintenant, on va essayer de voir si Enzo et Diego nous ont laissé des traces de leur activité. Déjà, il y a plein de dossiers. Launcher, Old Producer, Test. Dedans, je vois des binaires, des DLL, des exécutables, des scripts. Il y a beaucoup de mots écrits en italien. Il y a aussi des listes de plateformes. Google, Yelp, Airbnb, TripAdvisor. Ah, très intéressant. Ça parle de scrapping. Le scrapping, c'est le fait de récupérer des données avec un robot sur des sites qui sont à la base plutôt faits pour les humains. C'est pas illégal, mais ça peut parfois enfreindre les conditions d'utilisation des sites. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ça parle de sémantique. Il y a des genres de bases de données, de mots qui ont l'air random. C'est vraiment très étrange. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ça ressemble pas vraiment à un serveur perso d'un particulier, mais plutôt à un truc d'entreprise qui utilisait ce serveur pour héberger un service bien défini. Ce qu'est la majorité des serveurs en fait. Ce projet mystérieux semble avoir comme nom de code T2. Terminator 2, Judgment Day. Ou T3, ce qui ne nous aide pas. La question c'est, qu'est-ce qu'ils font? Ce qui pourrait nous aider bien sûr, c'est d'avoir le code source du programme, mais bien entendu, on l'a pas, ce serait trop facile. Il y a juste des exe ou des DLL qu'on ne peut pas lire parce que c'est du code machine. Ça s'appellera du reverse engineering, et je sais pas du tout faire ça. C'est overkill. Il est bien entendu hors de question que j'exécute les programmes sur ma machine sans savoir ce qui va se passer. Mais j'ai une idée. À défaut d'avoir du code, on pourrait essayer de trouver des logs. Quand on fait un logiciel, on se débrouille souvent pour qu'il laisse des traces de ses actions, surtout quand il est en phase de test. Souvent, on écrit ça dans des fichiers .log, ça raconte des trucs. On va faire une petite commande assez simple qui va permettre de chercher dans tout le dossier la présence de fichiers log, qui est une certaine taille, parce que sinon il y en aura trop. Find name. Hein. On va aussi la modifier pour que les fichiers apparaissent suivant la date de la dernière modification. Parfait. On voit que le dernier truc qui était ouvert, c'est launcher dev, et on va pouvoir voir dans ce fichier debug.log, j'imagine, ce qui s'est produit. Alors la première ligne intéressante, c'est ce reset proxy. On voit qu'il apparaît 370 fois avec une IP différente à chaque fois. Donc ils ont l'air d'utiliser un service qui s'appelle Bright Data, qui permet justement de louer des proxys en masse. Vous vous souvenez peut-être qu'avec Hardisk, on avait aussi vu des mentions à tort. On s'était pas trompé, le logiciel qui permet d'accéder au dark web est bien installé. Sauf que maintenant, ça s'explique très bien, tout comme l'utilisation de ces proxys d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand vous faites du scrapping, techniquement, vous bombardez des sites avec plein de requêtes. Ça peut être un peu sauvage en vrai. Donc, en général, ces sites web
se défendent. Ils vous bannissent si vous commencez à les pilonner trop fort. Ou aussi si c'est cramé que vous venez d'un data center, que vous n'êtes donc pas un humain. Du coup, pour contourner ça, on utilise des proxys ou Tor. Ceci explique cela. Donc la piste du dangereux criminel pédophile est malheureusement à écarter. Quel dommage. T'es flippant. Par contre, on a une autre piste intéressante. On peut voir l'IP d'une personne qui s'est connectée au serveur pendant ce test. Ce qui veut dire que c'est probablement celle du développeur. Et si on l'analyse, on voit qu'elle est à Milan. Bingo, ça confirme quand même l'hypothèse que ce sont des Italiens. Un peu plus bas, on tombe sur autre chose. Un nom, Super Travel. Super Travel. En vrai, je l'avais déjà croisé, mais j'avais pas trop fait gaffe. Sauf que si on le cherche sur internet, on tombe sur une entreprise italienne. Quand on arrive sur son site, on comprend tout. Enfin, j'ai mis un petit peu de temps à capter quand même, mais vous allez voir, c'est comme une révélation. Tout prend sens, c'est très satisfaisant. Alors, j'ai pas tilté tout de suite, mais avec ce que j'ai vu dans ce disque aujourd'hui, j'ai fini par comprendre. Super Travel, c'est une entreprise de data science qui observe Internet à tout instant pour suivre la réputation de votre entreprise et de vos concurrents. Ça vous permet de savoir si les gens parlent plutôt bien de vous, quelles sont les critiques qui reviennent le plus souvent, etc. Et en fait, c'est hyper logique. C'est pour ça qu'ils analysent des plateformes, Yelp, TripAdvisor, Facebook, et c'est pour ça que dans les histoires de sémantique, on voyait des listes de mots comme est apprécié, est trouvé, aimable. En fait, ils font de l'analyse de sentiments. Et c'est trop stylé en vrai. J'ai un sentiment que tout s'aligne, tout était logique. Bon, les amis, l'heure du call est venue. Je vais pas pouvoir vous faire écouter malheureusement, mais je vous ferai un compte rendu détaillé. Je suis un peu stressé en vrai. Je sais pas pourquoi, c'est débile, mais je sais pas. Bon, très intéressant tout ça. On s'est pas trompé, c'est bien un disque à eux. On a vérifié, on a comparé les numéros de série. Donc, aucun doute possible. Ils avaient l'air déjà au courant de ce vol. Apparemment, une plainte a déjà été déposée. Le gars était hyper sympa. Et au final, c'est plutôt lui qui était gêné. Ce qui est assez logique au fond. Parce que même si ce genre d'incident peut arriver, c'est jamais très agréable à gérer. Bref, je m'étais mis une petite pression pour rien du tout. Je vais lui envoyer un max d'éléments qui pourraient les aider pour l'enquête. C'est trop con parce que j'ai pas récupéré le numéro de téléphone du vendeur. Ça me casse les pieds. Je m'en veux trop en fait maintenant. Mais je sais pas, ça s'est passé tellement vite à l'époque, j'ai pas du tout pensé. Je m'en souviens, j'étais tellement en galère pour essayer de trouver le moindre truc intéressant. Et du coup, j'étais à des années-lumière de me dire qu'on allait découvrir tout ça, quoi. Donc, j'ai pas demandé son numéro. Trop nul. Le gars de m'a demandé si je pouvais leur restituer le disque, que je vais faire avec plaisir. Surtout que pour me remercier, ils m'ont mis bien un petit avoir de 500 balles sur leur service. Le call en lui-même était hyper intéressant, mais je reste encore un peu sur ma faim. Mais, quelqu'un d'autre voulait apparemment m'avoir au téléphone. Le président de la République. Oui, bonjour, c'est Emmanuel Macron à l'appareil. De l'entreprise, c'est déjà pas mal. Je me demande bien ce qu'il va vouloir me raconter. Mais soit, ça part vraiment très loin cette histoire. En attendant que ça se produise, pas question qu'on se tourne les pouces, on a encore plein de choses à découvrir. Surtout que tout à l'heure, on a découvert qui était le client Super Travel. Et en vrai, le fait que ce soit une entreprise, c'est limite beaucoup plus chaud que si c'était un particulier random. Parce qu'il y a potentiellement des trucs là-dedans qui devraient clairement pas se balader dans la nature. On va voir si on trouve pas des mots de passe par exemple. Je vous tiens au jus. Tiens, je suis tombé sur quelque chose. On dirait qu'ils utilisent un outil qui permet de se connecter à S3. S3, c'est le service de stockage d'Amazon Web Services. Une sorte de drive pour les entreprises, si vous préférez. Au vu des scripts que j'ai lus, ils y stockaient le résultat de leur algorithme d'intelligence artificielle. Or, pour se connecter à Amazon S3, il faut un mot de passe qui, il se trouve, est en clair ici. Oups, on continue. 2000 years later. La dernière fois avec Hardisk, on avait vu ce dossier-là, QB64. Après quelques recherches, il s'agit d'un compilateur basique pour Windows, Linux et Mac. Bon déjà, ça c'est un peu chelou. Basique étant plutôt un langage de programmation des années 80, sans vouloir offenser personne. Moi j'ai appris avec du basique sur ma calculatrice et j'ai adoré. Mais par contre, quand tout à l'heure j'ai dit qu'on n'avait pas le code source, en fait j'étais passé à côté. Je l'avais pas vu. On a totalement le code source en entier, j'ai l'impression. Regardez, si on cherche QB64 dans l'historique des commandes, on voit qu'il a compilé du code source. C'est des fichiers .bas. Et si on va voir à cet endroit, il y a encore des choses. Bingo, ça y est encore. En vrai, c'est tellement ouf. S'ils savaient que leur code se balade. Je vais pas vous le montrer. C'est de la propriété intellectuelle quand même. Ce que je peux vous dire, c'est que ça parle beaucoup italien et qu'il y a 4000 lignes de basique. Pauvres développeurs italiens. Je vous plains. Une question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un trou d'un an? Parce qu'on voit bien dans la machine virtuelle que les fichiers, ils vont de 2016 à 2020 à peu près. Et l'acheteur prétend l'avoir utilisé pendant 2 ans dans son ordi. Je vois deux possibilités. La première, c'est que le type n'était en fait qu'un acheteur, pas le voleur. Et qu'il était au courant de rien et qu'il a vraiment utilisé ce disque dans son ordi. Mais suffisamment peu pour qu'on retrouve
retrouve quand même toutes ces données. Ce serait ouf. Il y a une autre possibilité, c'est que c'était pas un voleur isolé. Il fait partie d'un réseau plus large de revente d'objets sur le bon coin et il stocke les objets pendant un certain temps avant de les revendre pour brouiller les pistes. Pas sûr qu'on ait de confirmation de ces théories, à moins que le président nous donne des infos tout à l'heure. Donc on a trouvé du code. Et dans une entreprise qui dit code, dit en général repository. Un repo, c'est un endroit où l'on garde son code. C'est souvent sur un serveur d'un cloud, sur un site comme GitHub ou GitLab. C'est évidemment sensible comme endroit, donc l'accès est authentifié pour que seuls les employés puissent y accéder suivant leur poste. Ils ont probablement ce genre de serveur. Et je me demande si c'est correctement sécurisé. Et pour l'instant, je sais pas trop où chercher cette information. Effectivement, il se passe rien de spécial. Mais en fait, c'est à ça que ça ressemble la plupart du temps. Parce que là, avec le montage, etc., vous avez l'impression que ça va à toute vitesse, on trouve des trucs tout le temps, c'est fou. La réalité est tout autre. Ça ressemble à ça plutôt. Voilà, moi qui cherche. On se fait chier, bah c'est pour ça que je fais un montage. Bon, j'y retourne. J'ai du neuf. J'ai trouvé un endroit particulièrement intéressant. C'est un fichier qui s'appelle syslog. Alors les vrais administrateurs système vont probablement se foutre de ma gueule, mais je ne connaissais pas son existence. Et j'aurais tellement kiffé tomber dessus plus tôt. C'est un historique d'énormément d'événements qui ont eu lieu sur la machine. Une sorte de machine à remonter dans le temps. Je l'ai parcouru rapidement, mais comme il est très long, on peut plutôt essayer d'y chercher des mots-clés croustillants. Au hasard, on peut tester de chercher GitHub. Rien. GitLab. Toujours rien. Bitbucket. Tada! Voilà toutes les fois où du code a été téléchargé depuis leur serveur. Donc visiblement, ils ont plusieurs repos déjà. Et les noms là me disent carrément quelque chose. La question maintenant c'est, est-ce que si on voulait, on pourrait accéder à ces serveurs? Parce qu'un serveur de code comme ça peut être sécurisé par un mot de passe, mais c'est pas très pratique parce qu'il faut le rentrer à chaque fois. Très souvent, on passe plutôt par une clé SSH. Auquel cas, ce qui joue le rôle de mot de passe, c'est un petit fichier ID RSA. Est-ce qu'on possède ce précieux fichier qui permet de prouver à tous qu'on est l'authentique propriétaire de ces serveurs et qui permettrait de se connecter à Bitbucket, qui serait en clair? Et bien sûr que oui, voyons. Ups. Ah, apparemment, le monsieur à qui je dois transmettre le disque est devant. J'y vais donc. Adieu, petit disque. Retourne d'où tu viens. Tu auras fait un incroyable voyage. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Bon, voilà, c'est fait. Bref, on s'y remet. Vous vous souvenez, je vous ai dit au début que ce serveur s'était connecté à 4 autres machines dans le passé. Ce qui veut dire que, avec la clé qu'on a trouvée, on aurait théoriquement la possibilité de s'y connecter, de prendre leur contrôle à distance. Même si on pouvait, on ne le ferait pas, bien sûr, parce que ce serait totalement illégal. Mais c'est intéressant de voir si ça aurait été possible. Or, encore faut-il savoir où elles sont. Parce que, par mesure de sécurité, dans le fichier non-host que je vous ai montré, l'adresse de ces machines n'est pas affichée en clair. À la place, on a un hash. C'est justement fait pour que les petits malins comme nous, après avoir piraté une machine et récupéré sa clé SSH, il faut pas qu'ils aient juste à ouvrir le fichier pour savoir exactement à quelle porte il faut toquer. Enfin, quelle porte déverrouiller plutôt. Dommage. Du coup, on est bloqué. Je rigole, que nenni. Vous croyez quand même pas qu'on va se laisser abattre comme ça? En réalité, des adresses IPv4 qui ressemblent à ça, il y en a pas tant que ça, à peine plus de 4 millions. Ce qui veut dire que si on paramètre correctement un outil de brute forcing, comme Hashcat par exemple, eh bien on a toutes nos chances de casser ça. On est prêt, je lance. Ah oui, quand même, c'était rapide. J'ai presque cru qu'il y avait eu un bug, mais non, c'est bon, c'est bien validé. On a récupéré les 3 adresses IP, parce que la première ligne, du coup, ça correspondait à Bitbucket. Ah, et là, c'est la déception. Ah non, j'y ai trop cru. Oh non, ça allait être trop beau et tout, là, il y avait des étapes. Bon, en fait, ces adresses IP, ce sont bien les bonnes. Ce sont bien des serveurs qui appartiennent à Amazon, qui sont à San Francisco, sauf que ils appartiennent à Atlassian, qui est l'entreprise qui fait Bitbucket, le serveur où il y a le code. Du coup, en fait, les 4 lignes, les 4 machines correspondent à la même chose. Dommage, ça aurait été beau. Bah oui, je vous montre aussi les cul-de-sac, parce que forcément avec le montage, je vous donne l'impression que je passe mon temps à trouver des trucs tout le temps. Mais la réalité c'est autre chose, c'est-à-dire que 9 fois sur 10, c'est comme ça, on aboutit à rien. J'y pense. Maintenant qu'on sait qu'ils utilisaient Git, est-ce qu'on n'irait pas regarder l'historique des commits? En gros, dans un projet de code qui utilise Git, il y a un dossier caché qui s'appelle .git. Dans ce dossier, il y a souvent plein de trucs intéressants, notamment l'historique de ce qui s'est passé. Vous allez comprendre. Si j'ouvre le dossier avec une interface graphique comme Git Kraken par exemple, tada! Oh, trop bien,
c'est trop drôle. On voit tout ce qui s'est passé. Donc là, c'est tous les commentaires que les développeurs laissent. Tiens, on peut voir d'ailleurs qu'ils sont en train de migrer de Bitbucket vers GitHub. On peut voir le pseudo du développeur, ce qui nous permet de trouver son profil GitHub, oh là là, et son adresse mail. Allez, je vais peut-être lui passer le bonjour. On va devenir copains. T'es sûr qu'on va devenir copains. Ah, problème. Bon, en fouillant l'historique, je suis tombé sur un fichier intéressant. Il s'appelle facebook.json. Je l'ouvre et que vois-je? Tiens, des jolis petits tokens de connexion. L'erreur du joueur italien. Donc il doit a priori se servir à se connecter au compte des bots avec lesquels ils font du scrapping sur Facebook. Si ça vous dit rien, dites-vous que techniquement avec ça, je peux me connecter directement au compte Facebook. C'est évidemment pas censé être là du tout. Mais en vrai, c'est des comptes de bots où il n'y aura pas grand-chose. Dernière trouvaille, pas piqué de hanneton. J'ai découvert que notre entreprise italienne avait une API. C'est un service qui permet à des programmes extérieurs de se connecter, moyennant un abonnement payant en général. Cet accès est protégé par un système de clés. Et en fouillant dans les fichiers de configuration, et bah on les trouve. En plus, on dirait qu'elles sont uniques pour tous les clients, ce qui est pour le moins original. Ah, mesdames et messieurs, cette fois-ci c'est l'heure. Le président m'appelle. Je vous fais pas écouter bien sûr, mais je vous débriefe après. Allô? Que d'émotion. Bon, bah ça alors. En vrai, faut que je fasse une pause pour réfléchir à ce que je vais pouvoir dire et ne pas dire. Donc, à tantôt. 4 to 6 days later. Bon, au final, je reviens beaucoup plus tard. J'ai eu pas mal de temps pour réfléchir à certains trucs. Alors déjà, le gars était vraiment hyper sympa. De ce que j'ai compris, le disque qui est tombé entre mes mains provient d'une petite fuite qui a eu lieu il y a assez longtemps. Ce qui colle avec les dates que moi j'avais. Donc déjà, la coïncidence est juste incroyable. La probabilité pour que ce disque volé pendant son long voyage tombe entre mes mains au moment où je fais une vidéo sur le sujet, c'est honnêtement complètement hallucinant. C'est presque absurde. Après, je me mets à leur place. Ils doivent avoir un seum. Je les vois bien se taper la tête contre tous les murs de leur bureau à l'heure actuelle. T'imagines, t'as eu un petit incident il y a un an et là qui tombe dessus par hasard sur le bon coin? C'est Bibi qui fait des trilogies sur YouTube. Après, un seum qui peut être compensé par le fait que du coup ils l'ont trouvé et je leur ai rendu et ils ont eu des infos, etc. Pendant l'appel avec le président, il y a juste une petite formulation qui m'a un peu fait tiquer. Il a répété plusieurs fois, c'est une affaire où on marche tous sur des œufs. Sur le moment, j'ai vu aucun problème. Je me suis dit, bah oui, effectivement, c'était une histoire compliquée. Mais en y réfléchissant bien une seconde fois, je me demande si c'est pas une façon de m'inclure dans le truc. Sinon, il aurait dit, on marche sur des œufs. Bah, on marche tous. Et après réflexion, en quoi est-ce que moi, je marche sur des œufs? Je fais juste un travail journalistique où je raconte ce que j'ai trouvé sur un disque que j'ai acheté. Enfin bref, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est qu'a priori, tous les clients qui étaient passés par ces disques ont été prévenus. Donc ils vont pouvoir notamment changer les mots de passe et autres clés de sécurité qu'on a découvertes dans cette vidéo. Pour ce qui est des voleurs, j'ai pu en savoir un petit peu plus, mais comme il y a une enquête en cours, je préfère raconter un minimum de choses sur le sujet. Et il y avait rien d'incroyable de toute façon. Pour tout vous dire, depuis le début de cette histoire, j'ai essayé à plusieurs reprises de les convaincre de participer à cette trilogie, proposition qu'ils ont malheureusement déclinée, une décision qui en vrai était assez prévisible, mais bon, qui ne tente rien à rien, ça aurait pu marcher, ça aurait eu tout intérêt. Putain, les gars, je suis pas bien du tout là. En gros, j'ai sorti la deuxième vidéo là, hier, ce matin, je reçois un appel du RSSI auquel j'ai pas répondu, suivi dans l'heure d'un mail avec en CC le président, le directeur général, qui est assez univoque, qui dit un truc genre: ta vidéo 2 a dépassé une ligne rouge d'un point de vue pénal en révélant que c'est un acteur cloud. Du coup là c'est la panique de ouf. Je pense pas qu'on a fait quelque chose de mal du tout. Mais le truc c'est que j'ai pas une connaissance suffisamment fine du légal. C'est là où on aimerait bien parfois être dans un organisme de presse classique parce qu'ils ont un pôle juridique. Donc j'ai demandé à un copain avocat et j'attends impatiemment qu'il me réponde là parce que les minutes actuellement sont longues. Très longues. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas aussi été dans un état de stress comme ça. Ça me rappelle des souvenirs de l'île Maurice. C'est pas évident, honnêtement c'est pas évident. Je pense que, je sais pas, le jeu en vaut la chandelle. Je pense qu'on fait les choses correctement, nous on est de bonne foi. La partie qui nous intéresse, ça a toujours été la vulgarisation, la sensibilisation technique, mettre les mains dans le cambouis. Et la partie drama, c'est pas qu'on s'en fout, c'est que ça permet de raconter tout ça sous une histoire intéressante. Honnêtement, je suis persuadé qu'on fait ça dans les règles, qu'on fait ça correctement. On n'a jamais eu dans l'objectif de mettre en péril la sécurité de qui que ce soit. Attention à l'anonymat, on n'est pas là pour bâcher qui que ce soit gratuitement. J'ai l'impression qu'on essaie d'être propre, en fait, on n'est pas des journalistes, mais on essaie de se rapprocher d'une forme d'éthique journalistique. Pour recevoir des coups de pression comme ça, c'est pas marrant. Je vois pas l'intérêt qu'ils ont. Je sais pas s'ils sont en flip, parce que factuellement, s'ils veulent vraiment pas que cette histoire se sache, alors nous,
on n'a jamais eu la volonté de clamer sur les toits qui était victime de la fuite. Je vois pas leur intérêt en fait à nous foutre comme ça de coups de pression. Surtout c'est même pas une très grosse affaire, enfin c'est un petit truc. Ça me paraît pas je vais essayer de me mettre dans leur peau en fait, ça me paraît pas du tout un bon move de faire ça. Parce que la seule réaction que ça provoque chez nous, c'est une réaction de défense quoi. Parce qu'on a l'impression qu'on se fait attaquer. Alors que voilà, on fait ce qu'on fait d'habitude, on raconte des histoires, on raconte ce qui nous arrive, tout en faisant attention à ce que ça vienne pas embêter l'activité d'autres gens quoi. Ça va bien se passer. Bon au final j'ai voulu en avoir le cœur net et j'ai appelé un copain avocat et c'est bien ce que je pensais, c'était du gros bluff, voilà. Donc il n'y a absolument aucun fond juridique. C'est pas agréable du tout, honnêtement, de recevoir des coups de pression comme ça. Je trouve ça, honnêtement, c'est pas intelligent de leur part de gérer la situation comme ça. Je pense qu'on va continuer la discussion, on va désescalader, on va faire le truc à l'amiable, mais franchement, assez étonné de la gestion de ce truc-là. Honnêtement, c'est pas étonnant, c'est que ça arrive souvent et voilà, j'imagine ça fait partie du métier, mais pas marrant à vivre quand même. Si vous suivez pas trop le monde de la cybersécurité, ça va vous sembler bizarre. Mais les histoires où des indépendants découvrent un souci de sécurité dans une entreprise, le font remonter en toute bonne foi et se font quand même niquer au tribunal, c'est pas rare du tout. Que d'aventures quand même. Si j'avais dit au mois de la première vidéo qu'on allait aller aussi loin, je ne l'aurais mais pas cru. Vous l'avez compris, l'objectif de cette trilogie, c'était pas de pointer qui que ce soit du doigt. La boîte italienne, elle avait quelques bizarreries, mais en vrai, rien de très grave. L'entreprise d'hébergement, elle a eu un petit incident. Honnêtement, dans le monde de l'entreprise, ça arrive à tout le monde. Je les ai trouvés quand même très réactifs dans la résolution du problème. Le but, c'était pas ça. C'était plutôt de vous embarquer dans cette aventure, que vous découvriez en même temps que moi le monde merveilleux de la forensique. Et qui sait, peut-être que parmi vous, certains ont trouvé leur prochain métier. En tout cas, si vous êtes en manque de vidéos sur l'IT, sachez qu'il y a l'intégralité de la première saison d'Underscore à rattraper au format 15-20 minutes. Premier lien dans la description. Allez voir, c'est cadeau. En plus, on n'est pas loin des 100K, ce serait cool. Avant de se quitter, il faut qu'on se sépare de la copie qu'on a faite du disque. Et pour cela, je vous propose un petit tutoriel pour effacer des données sensibles de façon sécurisée. Bienvenue dans les tutos de Micode. Comment supprimer efficacement des données d'un disque? Étape 1. Utiliser une meuleuse. Voilà. Plus de données là. Ah, c'est brûlant. Étape 2. Utiliser du feu. C'était les tutos de Micode. À bientôt.